Déjà, première étape, comment est-ce qu'on définit le droit des médias et du numérique? Eh bien, la définition, c'est très compliqué dans la mesure où il n'existe pas réellement de droit des médias et du numérique. Tout comme il n'existe pas non plus, à proprement parler en tout cas, de droit des médias ou de droit du numérique. En effet, droit des médias et droit du numérique ne sont pas des branches du droit. Il n'existe pas un code des médias, il n'existe pas un code du numérique, comme il existe un code civil, un code pénal, un code de la consommation, etc. En effet, le droit des médias et le droit du numérique, ce sont ce qu'on appelle des droits transversaux. Ça veut dire qu'ils piochent leurs sources dans différentes branches du droit existants, comme le droit civil, le droit de la propriété intellectuelle, et ils regroupent également certains droits qu'on appelle sui generis, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à une branche spécifique du droit. Ensuite, le droit des médias et le droit du numérique doivent être séparés. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement parler d'un droit du numérique des médias ou d'un droit des médias numériques. En réalité, les deux matières sont distinctes. Alors, très largement entendu, le droit du numérique, lui, on peut le définir comme le droit applicable à l'ensemble des relations mettant en œuvre l'informatique. Sauf qu'on se rend bien compte qu'avec une définition aussi large, à l'heure actuelle, le droit du numérique, il couvre à peu près la quasi-totalité des relations humaines dans les sociétés occidentales. Et de la même manière, la définition du droit des médias, elle est assez confuse. On n'a pas de définition légale et on a finalement aussi assez peu d'auteurs de doctrine ou de jurisprudence qui ont essayé de donner une définition concrète et efficace de ce que serait le droit des médias et même de ce que seraient les médias. Alors, pour les médias, je vais vous donner une définition du professeur Emmanuel Derieux. Alors, je crois que je ne vous l'ai pas mise. Hop là, attendez, tac, tac. Ouais, non, je ne vous l'ai pas mise dans le PowerPoint, mais c'est pas grave, puisque de toute manière, la définition des médias et du droit des médias, je vous la redonnerai quand on fera le cours relatif, les cours relatifs au droit des médias. Mais pour l'instant, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont les activités qui, au moyen de l'écrit, de la parole, de l'image. Alors, je vois qu'il y a une question. Allez-y, hein, je vous écoute. Bref, donc je disais, les médias, c'est quoi? Ce sont les activités, donc écrit, parole, image, son ou toute autre forme de signe qui contribuent, peu importe le support, à rendre public des faits, des données, des idées et des connaissances. Mais c'est pas tout, puisque c'est aussi l'exercice de ces activités. C'est l'utilisation des techniques ou des supports qui les rendent possibles, et également les personnes qui professionnellement s'adonnent à ces activités. Bref, on se rend compte que le droit des médias, comme le droit du numérique, ce sont deux énormes bulles qui recouvrent énormément d'éléments du droit. Alors, le problème, c'est que nous, on a 14 heures, que 14 heures, c'est chaud pour faire tout ça, et on va clairement pas pouvoir tout faire en détail. Donc on va survoler un petit peu, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble des deux matières, histoire que vous compreniez les principaux enjeux, les principaux mécanismes de chacune des deux matières, et également comment elles se recoupent l'une l'autre. Et on va commencer, en fait, la première partie du cours, les 3 premières séances vont être plus centrées sur le droit du numérique et celles d'après un peu plus sur le droit des médias. Même si, et normalement vous le verrez peut-être pas du premier coup, mais vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être à la fois dans les deux. Et ça, j'essaierai de vous l'expliquer pourquoi, comment, etc., etc. Bref. Concernant le droit du numérique, eh bien, déjà, il faut comprendre que le droit et le numérique entretiennent des relations très diverses. Pourtant, à l'heure du Web 1.0, il existait avant tout une espèce de relation de défiance du numérique à l'égard du droit. Cette culture du web, qu'on va dire un peu primaire, voyait dans Internet un espace de liberté absolue et autorégulé. Et cette idée que l'informatique et avec lui Internet s'autorégulent a du sens. Pourquoi ça a du sens? Eh bien, dans un ouvrage qui s'appelle Code is Law, donc en anglais, hein, Code is Law, le code c'est la loi, un auteur du nom de Lawrence Lessig explique cette autorégulation des outils informatiques. Et il vous explique que le code informatique impose des règles à ceux qui les utilisent, à ceux qui l'utilisent, pardon. Et à ce titre, du coup, est un outil normatif. On va prendre un exemple assez simple.
On va prendre l'exemple de, je sais pas, League of Legends, World of Warcraft, enfin voilà, des jeux assez connus, et ça fonctionne à peu près comme ça dans tous les jeux. Il y a une règle très simple qui est: vous ne pouvez améliorer les capacités de votre personnage ou débloquer de nouvelles capacités que lorsque votre personnage monte de niveau. La règle posée par le code informatique étant alors, il est impossible ou interdit de débloquer de nouvelles capacités sans monter de niveau. Et tout joueur qui contreviendrait à cette règle, en trichant du coup, se ferait bannir. Et on se rend bien compte que l'ensemble des règles posées par le code informatique constitue alors une forme de système normatif autonome et indépendant. Celui qui crée l'outil informatique décide unilatéralement de l'utilisation qu'il est possible d'en faire. Ça a du sens pour l'instant ce que je vous dis? Encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas le cas. Et si jamais oui, ça a du sens et que vous en avez un peu marre que je pose tout le temps la question toutes les 5 minutes, vous lâchez juste un petit pouce dans le chat et je continue, il n'y a pas de problème. Alors bon, ouais, c'est bon, je vois des pouces. Alors attendez, hop, je modifie rapidement mon bureau. Voilà, parfait. Autorégulé. Ok, Normalement, je merci. pense que c'est ça. C'est un système norme. Alors j'ai dit plusieurs fois système, je vous ai dit que c'était un système autorégulé. Et je vous ai aussi dit que c'était un système normatif, autonome et indépendant. Voilà, donc effectivement, je me rends bien compte que je parle un peu vite. Voilà, on va essayer de parler un petit peu plus lentement. Alors, et donc, le fait que Internet puisse être un espace autonome, indépendant, admet de nombreux risques. En particulier, quand on regarde le développement extrêmement rapide des technologies numériques, eh bien, le législateur a dû intervenir afin de limiter, d'encadrer et parfois même d'encourager le développement du numérique. Et ça, on le verra tout au long du cours. Le droit, c'est en théorie le produit d'une société donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reflète les valeurs de la société. Il traduit la direction que la société veut prendre. Et en tentant d'encadrer le numérique, le droit cherche donc à donner une direction au numérique. Je suis en train de toucher mon micro. Le droit cherche à donner une direction au numérique qui reflète une vision économique, politique et sociale de la société. Bref. Du coup, je vais reprendre. Alors, ce développement rapide d'Internet, du numérique, a été peut-être un petit peu trop rapide pour le droit. Et ce développement rapide, pardon, a mis en exergue certaines failles du système juridique. Et ces failles-là, on essaye encore, à l'heure actuelle, le législateur essaye encore de les colmater. Et à l'heure des GAFAM et des bitcoins, la valeur économique d'Internet est assez indiscutable. Et derrière cette idéologie de partage, de gratuité qui existe depuis aussi longtemps qu'Internet, se cache en réalité la violation de nombreux droits, au premier desquels les droits de propriété intellectuelle. En effet, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, la gratuité de l'accès à certaines informations ne signifie pas nécessairement la gratuité légale d'accès à des contenus qui seraient payants en dehors des mondes virtuels. Et donc, le numérique a amené avec lui un nouvel âge d'or de la piraterie. J'adore cette phrase. Mais cette fois-ci dans une forme un petit peu différente, puisqu'il ne s'agit pas de piller des ressources matérielles, mais des biens immatériels. Et ça, on va l'expliquer, ça va être l'objet des 2 premiers cours, d'expliquer ce qu'est un bien immatériel, et cetera, et cetera. Je dis beaucoup trop et cetera. Bref. Internet, c'est un espace de partage de contenu. Quand on regarde Instagram, YouTube, TikTok, et cetera, le web 2.0, voire bientôt 3.0, c'est le web de la diffusion d'éléments protégés par le droit d'auteur. Des vidéos, des images, de la musique, et cetera. Et comprendre comment fonctionnent ces droits de propriété intellectuelle, c'est fondamental afin de créer, mais également de protéger ces créations ou éventuellement d'utiliser les créations de tiers tout en essayant de ne pas passer par la case tribunal, amende et dommages et intérêts. C'est-à-dire payer de l'argent, beaucoup d'argent. Mais également, éventuellement, la case prison, parce que la contrefaçon peut vous amener jusqu'en prison. Alors, pour simplifier, la propriété intellectuelle, c'est un droit qui reconnaît au créateur d'un bien intellectuel, propriété intellectuelle, bien intellectuel, donc
est un droit qui reconnaît au créateur d'un bien intellectuel des droits sur celui-ci. Les droits de propriété intellectuelle sont une forme de récompense, et ça on le verra plus en détail la semaine prochaine normalement. Les biens intellectuels, on les définit comme une chose issue de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activité créatrice susceptible d'appropriation. Je répète, un bien intellectuel, c'est une chose issue de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activité créative susceptible d'appropriation. Je suis allé un petit peu vite sur, enfin, je suis un petit peu en retard sur les slides, c'est pas grave. Encore une fois, bien sûr, il y a pas de problème. Alors, je vous disais, un bien intellectuel, c'est une chose issue de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activité créative susceptible d'appropriation. Donc, chose, voilà, une chose issue de l'imagination humaine, donc ça vient de là, dans l'exercice d'une activité créative, et cette chose-là doit être susceptible d'appropriation. Donc c'est le tout qui est susceptible d'appropriation. Et on distingue, traditionnellement, au sein de la propriété intellectuelle, deux grandes branches principales. D'un côté, la propriété littéraire et artistique, et de l'autre, la propriété industrielle. Et cette summa divisio, elle traduit, comme on peut le constater, une certaine volonté de séparer l'art de l'utile, puisque la propriété industrielle, elle va regrouper principalement le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles. Alors que le droit de la propriété littéraire et artistique, on se rend bien compte, rien qu'au nom, que ça regroupe la musique, les films, les photos, les dessins, etc. etc. Faut que j'arrête avec ce type de langage. Et la totalité de ces droits de propriété intellectuelle se retrouve dans le droit du numérique. Tous. Sauf que, ce que je vous disais, on n'a pas le temps de tout traiter. Donc nous, on va s'intéresser plus principalement aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui en fait sont les droits principaux, qui encadrent le droit relatif au contenu posté sur Internet. Les vidéos sur YouTube, c'est du droit d'auteur. La musique sur Deezer, Spotify, c'est du droit d'auteur. Et des droits voisins. Et c'est pareil pour Netflix, etc. Toutes les plateformes auxquelles vous pouvez penser en ligne mettent en œuvre du droit d'auteur. Quand vous allez sur Wish et que vous achetez un produit à 2 € alors qu'en réalité il devrait en coûter 50, il y a moyen que ce soit une contrefaçon. Droit d'auteur. Et éventuellement même atteinte au droit des marques, mais ça on n'en parlera pas. Bref, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit du numérique, l'outil principal du droit du numérique, c'est le droit d'auteur et éventuellement les droits voisins du droit d'auteur. Et donc là, on va pouvoir commencer le premier cours sur le droit d'auteur et on va commencer ce premier cours sur le droit d'auteur avec une petite histoire, petit résumé historique du droit d'auteur. Alors, c'est un résumé qui va être très rapide, c'est juste pour que vous compreniez bien la logique du droit d'auteur. Sachant que là, vous voyez, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de lois, de trucs comme ça, etc. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur les lois. Déjà parce que même chez les juristes, on nous le demande très rarement. Et ensuite parce que, mais ça, il faut que je vérifie avec mes collègues, pour le partiel, il y ait moyen que, si vous avez besoin d'articles précis, je vous les donne en annexe du sujet. Afin que voilà, vous n'ayez pas trop à galérer à apprendre 50 articles pour une matière de 14 heures, je vois pas beaucoup l'intérêt. Par contre, les décisions de justice, les jurisprudences, ça, faudra certainement les apprendre. D'ailleurs, effectivement, j'ai déjà employé le terme jurisprudence au moins 2 fois. Est-ce que quelqu'un a une définition de ce qu'est la jurisprudence? Ça, voilà. La jurisprudence, ce sont les décisions de justice, sachant que, et là je fais appel à vos souvenirs déjà lointains pour vous de quatrième, il me semble que ça se fait toujours en quatrième, les cours d'éducation civique, où vous avez vu que, la justice, il y a 3 étages, enfin 2 étages et demi. Vous avez les tribunaux de première instance, vous avez ensuite les cours d'appel et tout en haut de l'échelle judiciaire, vous avez ce qu'on appelle la cour de cassation. Et donc une décision de justice, elle a plus d'importance quand elle est rendue par les juridictions supérieures, c'est normal. Et ce qu'on considère généralement comme la jurisprudence, qui a une vraie valeur, ce sont les décisions rendues par la Cour de cassation.
dans une moindre mesure, du coup, les décisions de cour d'appel, quand ça ne va pas jusqu'à la Cour de cassation, et vraiment, le plus souvent, juste à titre d'illustration, ou alors quand c'est quelque chose de tout nouveau ou sans grande importance, on va se retourner vers les décisions des tribunaux. Et moi, je vais vous donner en fait beaucoup de décisions de cour de cassation et également de la CJUE. Alors, est-ce que quelqu'un ici se souvient à peu près de comment fonctionne l'Union européenne et sait ce qu'est la CJUE? Ouais, OK, alors c'est Et presque ensuite, exactement ça, c'est pas loin, on se je pour le cours, ça suffira, mais en gros, globalement, il faut savoir que l'Union européenne, elle met en place ce qu'on appelle des directives européennes et des règlements européens, qui ensuite ont vocation à s'appliquer en droit interne et que certains litiges, qui relèvent du coup de directives ou de règlements européens, peuvent être amenés après avoir passé toutes les échelles tous les échelons pardon, des juridictions internes peuvent être amenés devant la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier que soit le droit interne est conforme au droit de l'Union européenne, soit que la décision rendue par les juridictions nationales sont conformes au droit de l'Union européenne. Et par conséquent pardon, dans cette hiérarchie, au-dessus des juridictions nationales, au-dessus de la Cour de cassation, vous avez la CJUE qui rend aussi des décisions. Bref, je m'égare, enfin non, je m'égare pas, mais j'anticipe un petit peu ce qui va se passer. Et avant de parler de l'Union européenne, on va parler un petit peu de l'Antiquité, et plus particulièrement de l'Antiquité romaine. Alors, ça va aller très vite, il y a beaucoup de choses à dire, mais en réalité, il y a très peu de choses qui vous intéressent vous, en particulier quand on parle de droit du numérique. L'Antiquité romaine, c'est pas vraiment le premier truc qui vient en tête, mais bon. Ce qu'il faut savoir concernant l'Antiquité romaine, c'est que même si c'est très différent de ce qu'on trouve actuellement, les juristes de l'époque, ils avaient déjà en tête une question de titularité de l'œuvre et d'une distinction entre une œuvre et le support de l'œuvre. Mais en fait, on s'en fout un petit peu parce que, bah, ils accordaient pas spécialement de prérogatives à celui qui était l'auteur de l'œuvre. Donc, pas encore de droit d'auteur. On fait un petit bond dans le temps, on arrive au Moyen Âge, avec ce qu'on peut appeler entre guillemets «l'obscurantisme médiéval», et il n'y a pas grand-chose à dire, concernant le Moyen Âge. Pourquoi? Bah, parce que la création intellectuelle, c'était clairement pas le centre des priorités. Quand on lutte déjà pour survivre dans un système féodal, quand on lutte pour avoir assez à manger et contre la maladie, heu, la création intellectuelle, c'est loin d'être le centre des priorités. En particulier quand la plupart de la création intellectuelle est en fait, l'appartenance de l'Église, heu et que ça concerne principalement, la théologie, très peu d'importance et ainsi, même à la Renaissance, finalement, les créateurs, il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle. Les créateurs, ils vivent uniquement, ou principalement en tout cas, grâce à leurs mécènes. Et on commence avec la Renaissance à voir quelques personnes qui se disent: «Eh, ce serait pas mal que les auteurs, ils aient un droit absolu sur leur création quand même parce que, bah, c'est leur création». Mais il y a rien de concret qui se met en place. Un petit peu après, avec la naissance de l'imprimerie, on voit se mettre en place un système de privilèges. Le système de privilèges, c'est quoi? C'est une institution de sauvegarde industrielle et elle est destinée à indemniser les éditeurs des frais et des risques qu'ils prennent. Mais encore une fois, le système de privilèges, vu qu'il cherche à protéger les éditeurs et pas les auteurs, on n'est toujours pas dans du droit d'auteur. Et ces éditeurs qu'on appelle les libraires pardon, sont la première forme d'industrie de l'édition. Et ensuite, on arrive enfin au siècle des Lumières. Et là, la période des Lumières, elle amène avec elle une reconsidération du travail intellectuel, de son importance. C'est la renaissance du théâtre, de la philosophie, etc. Et l'auteur prend une place centrale, tellement centrale que le créateur relève presque du sacré à cette période-là. Et ces grandes préoccupations, ce renouveau de l'intérêt pour le travail de l'esprit, amènent à la Révolution française. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner la date, mais à la création de 2 décrets-lois fondamentaux pour le droit d'auteur, mais également dans le monde. Et ces décrets-lois, pardon, ce sont ceux du 13-19 janvier 1791
et ceux des 19-24 juillet 1793 que je vous ai donné dans le PowerPoint. Et en fait, ces 2 droits-là, ils instaurent ce qu'on appelle un droit de représentation et un droit de reproduction. Et ces droits-là existent toujours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pour comprendre l'importance de ces 2 droits-là, c'est que ces 2 lois, donc de 1791 et de 1793, elles ont été le fondement textuel du droit d'auteur pendant plus de 150 ans et qu'elles n'ont été abrogées qu'en 1957 avec la loi du 11 mars 1957 qui pour autant, certes, les abrogea, mais n'en modifiant pas la logique. On restait exactement dans la même logique, on a juste un petit peu mis à jour, renforcé ce qui était dit déjà en 1791 et en 1793. Et ces 2 Excusez-moi. décrets-lois, ils ont une telle importance que le système de droit d'auteur français est généralement considéré dans le monde comme le porte-étendard du droit d'auteur continental, qu'on oppose le plus souvent au système que vous connaissez certainement au moins de nom, qu'on appelle le système de copyright anglo-saxon. Globalement, vous avez ces 2 grandes visions du droit d'auteur dans le monde, français, anglais. Représentation, reproduction. Je vous donne pas la définition tout de suite parce on rentrera beaucoup plus en détail dans, soit à la fin du cours, soit la semaine prochaine. Donc, 150 ans, opposition, copyright, droit d'auteur continental, droit d'auteur français. Et cette opposition, on la maintient toujours, même si elle est en réalité désormais beaucoup moins importante, puisqu'il y a des conventions internationales qui font en sorte que la plupart des éléments protégés par la propriété intellectuelle au sens droit continental et au sens de copyright sont en réalité des logiques très similaires. Mais on verra ça encore une fois plus tard. Alors cette logique du droit d'auteur français, elle est assez simple. Tout d'abord, c'est la volonté de récompenser l'auteur de son travail, mais également que le travail de l'auteur puisse bénéficier à la société. C'est pourquoi, au bout d'un moment, le travail de l'auteur, il va tomber dans le patrimoine national. De l'autre côté, la distinction entre l'art et l'utile, elle s'explique à l'époque de la création des lois révolutionnaires. Et le droit d'auteur français, c'est ce que je vous disais, il a eu un impact considérable dans le monde et on verra un peu plus tard pourquoi cette distinction, elle s'étiole un petit peu. Ensuite, la fameuse loi du 11 mars 1957, qui ensuite a été codifiée par la loi du 1er juillet 1992, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait une loi, on avait la loi du 11 mars 1957, mais on n'avait pas de code encore. Et donc, ce qui s'est passé, la loi de 1992, elle a fait ce qu'on appelle une codification à droit constant. C'est-à-dire qu'on a tout gardé, tous les principes, machin, etc. Sauf qu'au lieu d'avoir une loi, on a eu un code de la propriété intellectuelle, avec des articles type code. En fait, alors, la loi de 1992, c'est ce qu'on appelle une loi c'est de la codification à droit constant. En gros, elle modifie rien, elle transforme juste la loi en un code. C'est pour votre culture. La loi de 92, en vrai, pour être un petit peu honnête, j'en ai un peu rien à foutre dans votre cours. Pour le cas pratique, ça vous servira à rien de savoir que la loi de 1992, c'était une loi de codification à droit constant qui a permis la codification de la loi de 1957. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi fondamentale actuelle en droit d'auteur, c'est la loi de 1957. D'accord? Et la loi de 85, du coup, on y vient parce qu'elle est effectivement notée. Je vous les ai notées de façon chronologique, mais la loi de 1985, en fait, elle est liée au droit du numérique. Parce que bon, on est quand même sur un cours de droit du numérique, donc peut-être que je vous parle de numérique. En gros, c'est la loi qui fait entrer dans la protection du droit d'auteur le logiciel, mais également les droits voisins. Et donc, on se rend bien compte que le droit d'auteur ne cherche plus à protéger uniquement l'auteur, mais également les investissements dans le domaine de la culture et du numérique. Et donc, cette loi de 1985, elle a une importance considérable et elle est fondamentale puisqu'elle constitue un bouleversement du paradigme du droit d'auteur. Donc, il y en a eu encore après des lois. Il y a la loi du 1er août 2006 qui transpose la directive 2001-29
Voilà, je vous le dis parce que sinon vous allez pas comprendre pourquoi je vous en parle. Mais, alors je termine ma phrase et je vous écoute. Mais en gros, transposer une directive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'Union européenne, vous avez ce qu'on appelle, donc je vous le disais, hein, l'Union européenne, elle vote des règlements et des directives. Les règlements européens, ils sont ce qu'on appelle, d'application directe. Ça veut dire qu'une fois que le règlement est voté, appliqué, on l'applique dans les États, comme c'est le cas par exemple pour le RGPD. À l'inverse, une directive européenne, il faut que les États membres de l'Union européenne ensuite fassent des lois pour transposer, pour en fait faire rentrer dans le droit interne du pays les dispositions de la directive. Et donc cette directive 2001-29, qui en fait crée un droit de l'Union européenne du droit d'auteur, a été transposée en août 2006 en France. Sachant que dans les faits, il y a quasiment rien qui change en France à ce niveau-là, puisque, c'est ce que je vous disais, le droit d'auteur français, c'est un peu l'archétype du droit d'auteur continental. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, je vous écoute. Bien sûr, en fait, la loi du 3 juillet 1985, elle est très importante parce qu'elle fait rentrer 2 éléments dans le champ du droit d'auteur, en tout cas de la propriété littéraire et artistique. Le premier, ce sont les logiciels, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur. Et en gros, ces 2 éléments, logiciel, droit voisin, répondent à des logiques très différentes que celles qui étaient à la base du droit d'auteur, puisque le droit voisin et le droit des logiciels répondent à des logiques avant tout économiques, avant d'être des logiques artistiques. Du coup, je disais, pourquoi la loi du 1er août 2006? Parce que directive 2001-29 sur l'harmonisation du droit d'auteur. Historiquement, au niveau supranational, on a un truc qui est, la convention de Berne de 1886 et elle est importante, mais elle est surtout très intéressante parce qu'on doit cette convention de Berne à Victor Hugo. Et on doit cette convention de Berne grâce à Victor Hugo parce que Victor Hugo, il a créé ce qu'on appelle l'ALAI, donc A-L-A-I, pour Association littéraire et artistique internationale. Et donc Victor Hugo a créé l'ALAI pour chercher à protéger les auteurs dans le monde entier. Et l'ALAI a fait un petit peu du forcing pour qu'arrive cette convention de Berne, qui en gros permet d'avoir à l'international, dans tous les États signataires de cette convention, on va dire des fondamentaux, des basiques de protection du droit d'auteur, qui fait que tout État signataire a un système de protection des auteurs et que, même si un auteur vient d'un autre pays, on le protégera comme un auteur du pays signataire. Et donc ça permet, en théorie, de limiter la contrefaçon et de s'assurer également une meilleure diffusion de la culture. Et donc, bon, je trouve ça cool de se dire que Victor Hugo a permis une diffusion considérable du droit d'auteur, sachant que la Convention de Berne, à l'heure actuelle, a toujours une importance fondamentale en droit international. Ensuite, un petit peu moins important, on a ce qu'on appelle les accords de Marrakech, donc qui sont en fait des accords de droit commercial, mais ils ont un volet, il y a une sous-partie de ces accords qu'on appelle les accords ATPIC, donc c'est ATPIC pour accord blablabla, je sais plus pourquoi, à quoi correspond le D. Attendez, je me permets de regarder vite fait. Nanana. Voilà, accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Globalement, la thune et la propriété intellectuelle. Et enfin, on a le traité du droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996. Alors tout ça pour dire que droit d'auteur, c'est un truc qui est vraiment colossal au niveau de l'importance culturelle et de l'importance économique, et qu'on est sur un système qui est quasiment harmonisé, dont les fondamentaux sont harmonisés dans le monde entier, à quelques exceptions près. Et donc le droit sur les contenus est également à peu près harmonisé dans le monde entier. Mais on a quelques différences, ci et là, qui posent plus ou moins de problèmes, euh, notamment, et on le verra tout au long de ce cours, la question de titularité des droits dans tel pays. Est-ce que ça vaut dans un autre pays? Est-ce que moi, titulaire des droits en France, je peux empêcher la diffusion de mon œuvre ou de l'œuvre de quelqu'un d'autre dans un autre pays?
Et si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Bref. On en a terminé sur cette petite histoire du droit d'auteur. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou est-ce que vous suivez à peu près ou en tout cas, ça a l'air pour l'instant à peu près clair? Oui. Oui, ah oui, bah, oui, du coup, parce que là, j'en ai pas parlé, du coup, à ce moment-là, sur le rôle primordial de la CJUE. Mais en gros, ce que je vous disais, c'est que, la CJUE, elle vérifie que les droits nationaux appliquent correctement les règlements ou transposent correctement les directives européennes. Et ce qui se passe en termes de droit d'auteur, c'est que c'est, un domaine qui est très harmonisé au niveau de l'Union européenne. Et en fait, et ça on va le voir un petit peu plus loin dans le cours, il y a beaucoup de notions qui sont un peu floues en droit d'auteur et c'est fait exprès. C'est pour que la matière elle puisse évoluer tout le temps et sans avoir à refaire des lois tous les 6 mois, parce qu'on a une nouvelle technologie, parce qu'on a un nouveau truc. Voilà. Donc le flou, on le verra, ça permet l'évolution, l'évolutivité même je dirais. Le problème, c'est que ce flou, par moment, il est interprété différemment selon les États. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne, pour éviter ça, les notions floues, qui dépendent du droit de l'Union européenne, elles sont définies par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, le rôle primordial de la CJUE, il est là, c'est qu'elle permet de donner des définitions, et par ces décisions, elle rend ces définitions applicables dans toute l'Union européenne. Elle a en fait un rôle de créateur du droit subsidiaire, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que dit comme ça, c'est à peu près clair? Bon, alors, on va s'intéresser maintenant un peu plus en détail sur c'est quoi le droit d'auteur et comment on accède finalement à la protection par le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, déjà, il protège un créateur en lui accordant des droits sur sa création. En droit d'auteur, la création, on appelle ça une œuvre de l'esprit. Et on retrouve à l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle cette notion d'œuvre de l'esprit. Et on se rend bien compte que l'auteur est protégé à travers sa création. Et il y a toute une logique derrière ça que je vais vous expliquer tout au long de ce cours. Ensuite, on a l'article L 112-2. Cet article L 112-2, elle vous donne une liste purement indicative de ce que peuvent être des œuvres de l'esprit. Et du coup, elle vous dit, bah, on a des livres, des conférences, des œuvres dramatiques, des chorégraphies, des compositions musicales. Bref, il y a une liste, vous pouvez aller regarder, hein, tous les articles sont sur Légifrance, hein, vous avez qu'à taper le... Il faut connaître le nom des articles. Non, normalement, non. Je vous le dirai s'il y a besoin, faut que je vois ça avec ma collègue, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je pars du principe que vous n'avez pas à connaître les articles par cœur et que pour le cas pratique, je vous donnerai le numéro des articles et leur contenu. Tout simplement parce que, il y a beaucoup de trucs qui sont pas forcément, comment dire? Faciles à retenir et je vois pas l'intérêt que, vous sachiez que vous connaissiez par cœur la liste de l'article L 112-2. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Moi, parce que c'est ce que j'essayais de vous expliquer, moi, ce qui m'importe là, c'est que vous compreniez des logiques, des mécanismes et que, vous soyez un peu plus, une fois que le cours sera terminé en tout cas, que vous soyez capable de comprendre les enjeux derrière le droit du numérique et derrière le droit des médias. Mais, je vais pas vous demander de devenir des spécialistes en 14 heures, sachant que, même pour un juriste, c'est 2 ans de formation pour ça. Donc, non, 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 vous inquiétez pas. Bref, donc cet article, il vous donne toute une liste d'exemples. Et comment on sait que c'est des exemples? Parce que l'article utilise ce qu'on appelle la technique du notamment. Il dit sont notamment considérés comme des œuvres de l'esprit et ensuite elle vous balance la liste. Et le notamment, ça permet de laisser la possibilité d'être protégé par le droit d'auteur à des nouvelles créations. Des créations qui seraient en fait inimaginables au moment de la rédaction de l'article. Et en fait, ça fait du droit d'auteur un droit évolutif. Sauf que, en étant évolutif, eh ben, c'est plus difficile de comprendre la matière. C'est encore plus compliqué quand on s'aperçoit que dans le code de la propriété intellectuelle, on a zéro définition de l'œuvre de l'esprit. L'objet central du droit d'auteur n'est pas défini dans le code de la propriété intellectuelle.
Et quand on regarde encore plus en détail, on se rend compte que cette absence de définition, elle est liée au fait que l'œuvre est définie de façon négative. Elle est définie par ce qu'elle n'est pas. Et les premiers éléments qu'on voit donc, ce sont les éléments indifférents à l'accès à la protection par le droit d'auteur. Et ça, c'est l'article L112-1 qui vous dit que le code de la propriété intellectuelle protège les droits d'auteur sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, pardon, le genre, la forme d'expression, le mérite et la destination. Et ensuite, j'ai rajouté, moi je vous l'ai mis en cinquième, oui c'est ça, je vous l'ai mis en cinquième, les formalités, qui ne sont pas prévues par cet article, mais qui sont prévues par notamment la Convention de Berne. Alors, concernant le premier principe qu'on appelle l'indifférence du genre, eh bien, traditionnellement, le genre, ça renvoie au type d'œuvre, c'est-à-dire est-ce que c'est artistique, est-ce que c'est musical, est-ce que c'est de la littérature. Et donc, peu importe le genre, peu importe la catégorie à laquelle appartient une œuvre, celle-ci est susceptible d'être protégée. Et cette indifférence du genre, elle fonctionne aussi un petit peu dans l'autre sens. Ça veut dire qu'une œuvre qui appartiendrait à plusieurs catégories serait également protégeable. Typiquement, une œuvre audiovisuelle, elle est protégeable. Qui est que de la musique, qui est de la musique, qui est pas de musique, qui est des paroles, qui est pas de paroles, etc. C'est protégeable. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à l'indifférence du mérite et de la destination. Alors, on va les étudier ensemble. Pourquoi? Parce que ces deux éléments-là ont été instaurés ensemble dans la loi. Elles ont été instaurées par la loi du 11 mars 1902. Excusez-moi. Ok, pas d'importance. Donc, par la loi du 11 mars 1902, et c'est pour suivre. Alors, je vous le dis pour votre culture, mais ça aura pas spécialement d'intérêt, je pense, lors du cas pratique. Et encore, je suis pas tout à fait sûr, mais en gros, le législateur, en instaurant cette loi posant l'indifférence du mérite et de la destination, suit la théorie d'un auteur qui s'appelle Pouillet. Alors, je vais peut-être vous l'écrire parce que je ne vous l'ai pas mis dans le PowerPoint. Hop, Pouillet. Voilà. Et la théorie, c'est la théorie de l'unité de l'art. Et la théorie de l'unité de l'art, ça veut dire que le juge n'a pas à s'ériger en critique d'art. Il n'a pas à devenir ce qu'on appelle un juge du beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe si le dessin, vous le considérez comme beau ou laid, et que le juge le considère comme beau ou laid, il mérite tout autant la protection. Ça, c'est l'indifférence du mérite. Est-ce que c'est qualitatif ou est-ce que c'est pas qualitatif? Ça, c'est purement subjectif et le juge n'a pas à être subjectif. Donc, indifférence du mérite. Et l'indifférence de la destination, ça veut dire que peu importe qu'on soit dans les Beaux-Arts exposition au Louvre ou qu'on soit sur un pull H&M à 10 euros, les deux sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur. Du coup, le dessin d'un enfant de 8 ans, on le protège tout autant que le dernier prix Goncourt. C'est aussi simple que ça. Ça vous paraît à peu près clair pour l'instant? De la destination. Normalement, c'est affiché sur le PowerPoint, mais c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup d'éléments de définition dans le PowerPoint. Mais bon, j'avais un gros problème par rapport au PowerPoint et vous le verrez certainement tout au long des cours, c'est que j'ai du mal à jauger à quel point il faut que je remplisse votre PowerPoint. Parce que si jamais je vous mets tous les éléments essentiels dans le PowerPoint, vous n'avez pas besoin de suivre le cours, en fait. Vous lisez le PowerPoint et ciao, bonsoir. Mais d'un autre côté, si je mets vraiment rien, je me rends bien compte que le cours peut être difficile à suivre. Donc, j'essaye de faire des ajustements constants. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, pareil, hein. J'ai bien conscience que ce que je fais, c'est pas parfait. Donc, si je peux faire mieux d'une semaine sur l'autre, faut pas hésiter à me le dire. Bon, on va continuer ensuite. Donc, indifférence, on a vu le genre, on a vu le mérite, on a vu la destination. Et maintenant, on va voir. Ah, alors attendez, je crois qu'il y a. Oui, ok, j'ai alterné 2 slides, je crois. Je regarde sur ma version, hein.
OK, bon c'est pas grave, je vais faire ça autrement. On va suivre le PowerPoint. Donc ensuite, on a la forme d'expression. La forme d'expression, c'est quoi? C'est l'idée que la manière dont est exprimée une œuvre est indifférente. C'est l'extériorisation de la forme. En gros, c'est sa perceptibilité par les sens. Est-ce que l'œuvre, elle est perceptible par la vue? Est-ce qu'elle est perceptible par l'ouïe? Est-ce qu'elle est perceptible par le toucher? Par le goût? Par la enfin, voilà, je connais pas trop d'autres sens. Bref, c'est sa perceptibilité par les 5 sens. Peu importe le sens par lequel une œuvre est perceptible, tant qu'elle est perceptible, elle est protégeable. Et on va revenir un petit peu plus en détail après sur cette condition de forme parce qu'elle est à la fois un élément indifférent et un élément fondamental de la protection par le droit d'auteur. Et donc, dernier élément indifférent, c'est les formalités. En 1793, donc dans le décret-loi dont je vous parlais, le législateur, lui, prévoyait que pour exercer une action en contrefaçon, il fallait qu'il y ait eu un dépôt. Et depuis la loi du 29 mai 1925, pas besoin de le savoir ça, mais depuis la loi du 29 mai 1925, en gros, on a complètement supprimé la nécessité d'un dépôt. Et l'actuel article L111-1 vous dit que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de la création d'un droit sur cette œuvre. Du seul fait de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous terminez votre dessin, j'ai très envie de partager du contenu, tableau blanc. Voilà, on va faire ça. Alors, j'aimerais bien que ça marche. On n'a Ouais, plus besoin de déposer, de faire un dépôt. Ça veut dire quoi? Je suis en fait, là, je vais essayer de vous donner un exemple. Là, je fais un super dessin. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va appeler ça un Pikachu très moche. Mais vous voyez, là, j'ai fait un dessin. Et ce dessin-là, j'ai pas du tout besoin d'aller voir un organisme spécifique, de leur dire: «Voilà, ça c'est mon dessin, je veux que vous le protégiez au titre du droit d'auteur», pour être protégé par le droit d'auteur. J'ai terminé mon dessin. À partir de maintenant, si jamais l'un d'entre vous, par exemple, faisait une capture d'écran et décidait de le mettre sur des pulls ou sur des mugs ou je sais pas quoi, outre le fait qu'il aurait, des goûts assez bizarres, hem, je pourrais l'attaquer en contrefaçon. Ce dessin-là est désormais protégé par le droit d'auteur, du simple fait de la création. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est à peu près clair, ce que je viens de dire? L'idée de simplement, voilà. Et c'est pareil, en fait, pour plein de trucs que vous avez faits. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont écrit des trucs un peu sombres dans leur adolescence, ou des trucs dont ils ont vraiment honte. Sachez que ces trucs-là sont protégés par le droit d'auteur, du simple fait de les avoir créés. Alors maintenant, est-ce que je peux supprimer ce truc-là, heu et revenir à quelque chose d'un peu plus, décent? Partager du contenu. Zut. Zut, zut, zut. Excusez-moi, je crois qu'il faut que je recharge mon PowerPoint. Je ne sais pas du tout comment supprimer ce tableau blanc. Heu, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute manière, c'est bientôt l'heure de la pause, donc je vais juste avancer un petit peu dans le cours et je vous supprimerai ce tableau blanc le temps que la pause soit terminée. Alors, là, normalement, on a commencé à faire le tour des éléments négatifs, donc des éléments qui n'entrent pas en jeu dans la définition de l'œuvre de l'esprit. Mais ça ne nous permet toujours pas de savoir ce qu'est une œuvre de l'esprit, du moins pas encore dans les détails. Alors, je vais vous donner une première proto-définition de l'œuvre de l'esprit et on va essayer de rentrer plus dans les détails après la pause. Et donc, l'œuvre de l'esprit, on peut la résumer comme une création de forme originale propre à son auteur. Donc, je répète, on peut résumer l'œuvre de l'esprit comme une création de forme originale propre à son auteur. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre, globalement 5 minutes de pause. Enfin, on va reprendre à 14h30, donc on va prendre la pause maintenant, comme ça j'ai le temps de supprimer ce tableau blanc très moche et à 14h30, on reprend sur les conditions positives de l'accès à la protection par le droit d'auteur. Voilà. OK, on va pouvoir reprendre. Alors,
Hop, j'ai bien réactivé le micro. Oui, c'est bon. On est parti. Donc, est-ce que tout le monde revoit bien, c'est bon, le PowerPoint? Yes, pouce en l'air, c'est bon, nickel. Alors, je vous ai mis les différents éléments qu'on peut déduire de la définition que je vous ai donnée, c'est-à-dire une création de forme originale propre à son auteur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut une forme extériorisée, on parle du caractère de l'originalité, et également une condition relative à l'auteur. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le détail dans chacune de ces conditions. Et donc, tout d'abord, hop, voilà, on va s'intéresser à la forme exprimée. Et c'est ce que je vous disais, peu importe la forme, pourvu qu'il y en ait une. Peu importe la manière dont l'œuvre est communiquée à autrui, tant qu'elle est perceptible par les sens. Et dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation vous dit que le droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible. Donc, 10 décembre 2013, la Cour de cassation vous dit on protège les créations dans leur forme sensible. Et pour comprendre la forme, il y a plusieurs distinctions à faire. Tout d'abord, la distinction entre la forme et la fonction. Pour qu'une forme soit protégeable, pour que l'œuvre de l'esprit soit protégeable, il faut que la forme ne soit pas dictée par la fonction. Et cette question-là, elle se pose principalement pour les œuvres qui relèvent de l'art appliqué. Ah, attendez, je suis désolé, il faut que je coupe un truc. Voilà, c'est bon. Euh, L'idée que la forme doit être distincte de la fonction, elle est aussi liée à un autre élément qu'on va voir un petit peu après, qui est celui de l'originalité. Et cette distinction entre forme et fonction, elle est d'origine jurisprudentielle. C'est la Cour de cassation, en 1858, pour être exact, c'est le 30 mars 1858, qui vous explique que si la forme est dictée par la fonction du produit, alors elle n'est pas protégeable. Et on retrouve des applications de ce principe encore maintenant, notamment dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2003. Bon, du coup, pour vous, c'est pas si récent que ça, 28 janvier 2003, mais ça a quand même moins de 20 ans. Bien sûr, et ben, prenons alors, est-ce que j'ai un exemple qui est vraiment super, super logique? On va dire que la forme d'un clou, par exemple, la forme standard d'un clou, elle est dictée par sa fonction. Vous avez un truc plat pour que le marteau il puisse taper dessus, et vous avez un truc long et fin pour que ça rentre plus facilement dans le bois. Ça, c'est une forme qui est dictée par la fonction. Donc on ne protège pas la forme d'un clou. Par contre, si jamais vous créez un clou avec des formes un peu spécifiques, qui du coup est pas forcément nécessairement très pratique, mais voilà, si vous changez la forme, si la forme n'est plus dictée par la fonction, c'est-à-dire par l'utilisation qui va en être faite, dans ce cas-là, c'est protégeable. Et ce que je vous disais, il faut faire attention, c'est il faut que la forme soit... euh, euh, attendez, j'ai perdu le mot. Voilà, dictée, merci. Merci. En gros, il faut que la forme soit dictée exclusivement par la fonction. Si jamais la forme est liée à la fonction, mais que ce n'est pas une causalité exclusive, ça reste protégeable. Ça répond D'accord. à peu près. Ok. Donc ensuite, deuxième distinction à prendre en compte, la distinction entre le fond et la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme ne doit pas être confondue avec le message de l'œuvre. Le droit d'auteur, il protège la forme que prend le message, mais pas le message en lui-même. Et ça, c'est une autre manière de traduire l'idée que le fait que les idées ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Et donc, ce concept-là, que les idées ne sont pas protégeables par le droit d'auteur, elle a été exprimée dans une maxime devenue un peu canonique par un professeur mort maintenant, je crois, euh, qui s'appelle Henri Desbois, qui vous dit les idées sont par essence de libre parcours. On ne protège pas les idées. Les idées, ça peut se décliner dans plein de formes différentes qui sont toutes susceptibles d'être des œuvres de l'esprit, protégeables par le droit d'auteur.
Et si vous voulez des exemples, on va parler un peu de films. Je sais pas si vous êtes familier avec les films type slasher, genre, Freddy, Halloween, bref, en fait, il y en a tellement que j'arrive même pas à savoir lesquels, je vais citer. Mais tous les slashers ou les types de films les films de type, Paranormal Activity, c'est des idées très simples. L'idée, c'est, pour les slashers, c'est il y a un mec avec un masque qui poursuit des gens et qui les tue à l'arme blanche. Pour les films de type Paranormal Activity, l'idée, c'est, on pose une caméra dans une chambre et on filme ce qui se passe pendant 24 heures et puis, oh là là, il se passe des trucs. On protège pas l'idée. On protège pas l'idée, parce que si jamais on avait protégé l'idée du slasher, ça veut dire que le premier mec qui avait fait un film, je me rends compte que je parle un peu vite, le premier mec qui aurait fait un film avec un gars masqué qui tue des gens à l'arme blanche aurait pu interdire à tout plein d'autres créateurs de faire des films similaires. Et pour poursuivre dans les exemples de cette distinction entre, la le fond et la forme, cette non-protection des idées par le droit d'auteur, c'est aussi une interdiction de protéger des concepts. Si, par exemple, je crée, une œuvre qui critique le consumérisme avec un petit robot qui compacte des déchets sur une planète inhabitable, eh bien, j'ai pas un monopole sur l'idée qu'un robot compacte des déchets, ni même sur la critique du consumérisme. Je peux protéger le design de mon robot, je peux protéger le son qu'il fait, je peux protéger le scénario, la réalisation, mais je ne peux pas protéger par le droit d'auteur l'idée générale d'un robot qui trie des déchets sur une planète inhabitable. Donc si vous avez compris cette distinction-là, déjà, vous avez compris une grosse partie, enfin une grosse partie, une partie très intéressante, on va dire une partie intéressante de ce qu'est le droit d'auteur. C'est une bonne question, mais il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que si jamais quelqu'un, par exemple, là, si quelqu'un avait screen, l'écran avec mon superbe dessin, que je ne remettrai pas parce que sinon je vais encore perdre mon PowerPoint, mais si quelqu'un screenait, déjà, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, ça permet de savoir l'origine d'un fichier, de savoir à quelle heure il a été créé et par qui. Donc, si jamais vous, sur votre écran, si jamais vous avez réalisé quelque chose, normalement, il y a un fichier qui vous appartient avec des métadonnées qui prouvent que vous avez bien été à l'origine de ça. La personne qui fait un screen de votre travail, va avoir des métadonnées différentes et on va se rendre compte que lui, ce qu'il a fait, c'est un screen d'un écran qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc ça, déjà, c'est un premier élément qui permet de prouver l'appartenance d'une création à une personne ou à une autre. Il y a d'autres éléments, notamment le critère de l'originalité, qui permet aussi de définir, en tout cas plus facilement, qui est l'auteur d'une œuvre ou pas. Au-delà de ça, le dépôt, sur lequel j'allais revenir plus tard, mais on va en parler maintenant, le dépôt, il n'est plus nécessaire à la protection. Pour autant, le dépôt n'est pas interdit, notamment, comme vous venez de le dire, à titre probatoire. Ça veut dire que si jamais vous voulez absolument être sûr que quelqu'un ne vous vole pas le truc et que vous avez un peu peur de ça, vous pouvez aller voir un organisme et leur dire, voilà, je veux déposer ça. Et cet organisme-là dira effectivement, machin, il nous l'a déposé tel jour à telle heure, et une autre personne qui est arrivée 3 jours plus tard en disant: «C'est à moi», sera un contrefacteur présumé. Voilà. Mais c'est pas nécessaire. Le dépôt n'est pas nécessaire à la protection. Si jamais, rien qu'avec les informations que vous avez sans le dépôt, vous êtes capable de prouver que vous êtes bien le créateur originaire d'une œuvre de l'esprit, vous n'avez pas besoin d'un dépôt pour le prouver. C'est juste une plus-value, c'est une garantie supplémentaire, mais ce n'est pas une nécessité. Ça répond à votre question? Je vous en prie. Alors, donc je vous disais, les idées, les concepts, c'est pas protégeable. Et d'ailleurs, c'est parfaitement logique parce qu'on se retrouvera avec des monopoles absolument infâmes et la création, elle serait complètement bridée. Or, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, un des objectifs du droit d'auteur, c'est certes de récompenser l'auteur, mais c'est aussi de bénéficier à l'ensemble de la société. Et là, on serait avec des situations qui ne bénéficieraient pas du tout à l'ensemble de la société et qui n'encourageraient pas à la création. Et le fait qu'on ne protège pas les idées, c'est aussi, partiellement, ce qui justifie qu'on ne protège pas les informations brutes, les connaissances, les méthodes mathématiques.
Protéger des informations brutes par le droit d'auteur, ce serait la mort des journaux, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 1960, vous dit que une idée ou une méthode d'enseignement n'est pas en elle-même susceptible d'appropriation privative. Donc, je répète, Cour de cassation, Chambre commerciale 29 novembre 1960, une idée ou une méthode d'enseignement n'est pas en elle-même susceptible d'appropriation privative. Et un peu plus tard, en 2003, la Cour de cassation rappelle ce principe et vous dit: la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées, les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Donc, 1960, puis 2003, et en 2003, la Cour de cassation vous dit: la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées, les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Et une des affaires les plus importantes, les plus intéressantes concernant la distinction entre l'idée et la réalisation de l'idée, c'est celui de l'emballement du Pont-Neuf. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affaire Christo, qui est en fait un gars qui avait emballé le Pont-Neuf. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'était amusé à emballer le Pont-Neuf, et que quelques années plus tard, il y a d'autres personnes qui se sont amusées à emballer un pont, et il a dit: ouais, c'est mon idée, protégée par le droit d'auteur. Et la jurisprudence lui a dit: bah, on protège la réalisation que vous avez faite, mais si quelqu'un partant de la même idée d'emballer un pont veut faire la même chose autre part, ça, c'est pas protégé par le droit d'auteur. Et normalement, vous devez vous rendre compte que c'est quand même un petit peu compliqué de distinguer la réalisation, l'idée, ce genre de choses. Et c'est compliqué pour vous et c'est aussi compliqué pour les juges. Et c'est pour ça que, par endroits, dans la jurisprudence, depuis les années 60, on retombe sur quelques décisions qui reviennent à protéger des idées. Et c'est un peu les aléas de la jurisprudence, c'est les aléas d'avoir un droit avec des concepts un peu souples, un peu flous. Mais dans l'ensemble, la jurisprudence a bien compris que les idées, c'est pas protégeable par le droit d'auteur. Alors, c'est une très bonne question. C'était littéralement le truc que j'allais expliquer un petit peu après. Globalement, la reprise d'un concept, c'est pas protégeable par le droit d'auteur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mécanismes juridiques qui permettent de protéger un concept. Par exemple, mais ça c'est du droit de la concurrence, donc c'est plus du droit commercial, économique, mais la concurrence déloyale ou le parasitisme, c'est-à-dire le fait de se mettre dans le sillon de quelqu'un en utilisant les mêmes méthodes que lui, euh, ça c'est réprimandé, ou réprimandable en tout cas, par le droit. C'est soumis à différentes conditions, etc. Je suis pas un je suis pas un grand spécialiste du droit de la concurrence, et je c'est pas l'objet non plus du cours, mais c'est pas parce que c'est pas protégeable par le droit d'auteur que c'est pas protégeable par d'autres mécanismes. Mais le simple fait de reprendre on va prendre, un concept, alors je vais essayer de trouver un concept, bien à la con. Le YouTube React par exemple, là, quand, il y a des gens qui regardent des vidéos et qui se filment en train de réagir à ce qu'ils sont en train de regarder. Hem, Ça c'est une simple idée. Le fait que vous avez, un youtubeur A qui le fasse et qu'une semaine après, il y a un youtubeur B qui le fasse sur une vidéo différente, effectivement, il y a une ressemblance, on est sur la reprise d'un même concept, mais à partir du moment où il ne reprend pas la réalisation, la mise en forme faite par le premier youtubeur, il y aura pas, en théorie, hem, d'attaque possible sur le fondement du droit d'auteur. Par contre, il y a d'autres logiques. C'est ce que je vous disais, c'est, concurrence déloyale ou parasitisme. Et même au-delà de ça, en règle générale, quand on regarde comment ça se passe sur YouTube, il y a aussi ce côté un petit peu justice privée des viewers qui sont là en mode: «Ouais, c'est du plagiat, machin, du coup j'arrête de te regarder», et du coup, les gens ont tendance d'eux-mêmes maintenant, en tout cas ceux qui sont un petit peu honnêtes, à dire: «Effectivement, c'est un concept qu'on a plagié, qu'on a récupéré chez machin, mais on l'a mis à notre sauce». Et d'ailleurs, ça m'amène un petit peu aussi sur, ce qu'on va voir encore un petit peu après, le critère de l'originalité.
pour qu'un contenu soit protégeable par le droit d'auteur, il faut qu'il soit original. S'il n'y a pas d'originalité, si c'est un truc complètement banal, il ne sera pas protégeable par le droit d'auteur et c'est pas sûr que, un YouTube React, ce soit protégeable par le droit d'auteur. Si c'est un truc vraiment à la con, au contraire, on peut considérer que c'est juste, en fonction de ce à quoi réagit le créateur YouTube, ça peut juste être de la contrefaçon de l'œuvre originale. Et on y reviendra la semaine prochaine là-dessus. Est-ce que ça répond à peu près à votre question? Parce que je sens que sur la fin, je suis parti sur autre chose, mais est-ce que là, sur l'idée, ça répond à votre question? Vous êtes sûr? Faut pas hésiter à me dire si jamais, l'explication ne répond pas à votre question, ça arrive, hein. Bon. En attendant, donc, il y a un dernier élément sur lequel j'aimerais revenir concernant la forme, enfin revenir non, parce qu'on l'a pas encore vu, mais que j'aimerais développer concernant la forme, c'est la question des formes qui sont difficilement perceptibles. Et quand je parle des formes difficilement perceptibles, je pense au parfum, donc ce qui est perceptible par l'odorat, et aux créations gustatives qui sont perceptibles par le goût. En théorie, ces créations-là seraient susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. Pour autant, la jurisprudence, et ça depuis aussi longtemps qu'on a essayé de protéger ces créations, a considéré que ce n'était pas le cas. Et on va pas trop s'attarder là-dessus, on va juste reprendre les derniers arrêts en date. Donc le dernier arrêt en date, c'est un arrêt du 13 novembre 2018. C'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, donc CJUE, 13 novembre pardon, 2018, et c'est l'arrêt Levola. Alors je vous l'écris comme ça. Ouais, c'est l'arrêt Levola qui vous dit qu'en gros, le problème de ces créations-là, alors comment je peux essayer de simplifier ça? C'est que la perception, voilà, ça, on va essayer d'expliquer ça comme ça, c'est que la perception de ces créations-là sont trop subjectives. La manière dont quelqu'un va sentir quelque chose ou va goûter quelque chose ne sera pas la même qu'une autre personne. Et à cause de ça, c'est pas protégeable. Ça manque d'objectivité. Cette absence d'objectivité dans la perception, contrairement aux autres créations, par exemple, après, il y a toujours un petit peu de subjectivité, dans la perception d'un tableau, ce genre de choses, mais dans l'ensemble, la plupart des gens ont la même perception d'un tableau ou d'une œuvre type, film ou d'une musique. Mais à l'inverse, concernant le goût et l'odorat, les perceptions sont beaucoup plus subjectives et protéger quelque chose d'aussi subjectif, ça créerait de l'insécurité juridique. Ce serait prendre un risque, jugé inopportun pour l'instant par la Cour de justice de l'Union européenne, ce serait prendre un risque de trop protéger ou de protéger quelque chose de trop abstrait. Alors, encore une fois, c'est comme pour, quand je vous parlais de, concurrence déloyale, parasitisme, c'est pas parce que c'est pas protégeable par une branche du droit, en l'occurrence ici le droit d'auteur, que ça va pas l'être par d'autres mécanismes. Notamment, on a, ce qu'on appelle tout simplement le secret. Le secret, c'est quoi? C'est de révéler à personne la formule. Coca-Cola, leur recette du coca, elle est protégée par le secret. Il y a, je sais plus combien, il y a très peu de personnes dans le monde qui connaissent la recette exacte du Coca-Cola et en attendant, il y a personne qui n'a jamais réussi à faire exactement une reproduction du Coca-Cola. Et si jamais il y avait quelqu'un qui essayait, pareil pour les parfums en fait, si jamais vous essayez vous recréer exactement la même chose, potentiellement, le titulaire du parfum, celui qui commercialise le parfum d'origine, pourrait dire: «Bah, ça, c'est de la concurrence déloyale, ça, c'est du parasitisme». C'est pas parce que quelque chose n'est pas protégeable par une branche du droit qu'on ne peut pas le protéger par une autre. D'accord? Et ça, c'est pour le coup, pour le parfum, ça marche tout aussi bien. Le secret, la protection du savoir-faire également. La fabrication d'un parfum, c'est un processus qui est extrêmement compliqué. Donc il y a des mécanismes qui se mettent en place, certains protégeables par le droit des brevets notamment, d'autres protégeables par le secret ou par la concurrence déloyale ou par le parasitisme qui permettent malgré tout de protéger le résultat, en réalité en protégeant le processus de fabrication.
Est-ce que c'est à peu près clair? Oui. Alors je vous entends pas du tout, mais je suppose que c'est un oui. OK, super. Et donc, pourquoi je vous parle de l'arrêt Levola? Et pourquoi cet arrêt il est intéressant? Parce qu'il vous dit: «Bah, en fait, c'est pas protégeable pour l'instant, en l'état actuel des techniques». Et l'utilisation de cette expression de l'état actuel des techniques et du savoir-faire, ça veut dire que si dans 5 ans, on trouve un moyen de savoir de façon objective, d'identifier de façon objective à 100 un parfum ou un goût, ce genre de choses, alors on acceptera dans le champ de la protection du droit d'auteur les parfums et les créations gustatives. Mais bon, ça c'est un point de détail, c'est pas spécialement droit du numérique, mais je trouvais ça important, intéressant de vous en parler. Et maintenant, on va essayer de se concentrer sur l'élément le plus important du droit d'auteur, à mon humble avis, qui est l'originalité, puisque l'originalité, c'est le critère central de la protection. Et en même temps que c'est le critère le plus central, c'est, et assez paradoxalement finalement, une des notions les plus énigmatiques et les plus fuyantes de la matière. Desbois, dont je vous parlais, opposait cet élément d'originalité à la nouveauté. Plus récemment, il y a un autre professeur de droit, qui s'appelle Pierre Gauthier, qui lui l'oppose à la banalité. Ce critère de l'originalité a été théorisé sous la plume de Desbois, dans les années 1950. Mais en réalité, c'est pas lui qui l'a créé, le terme est apparu dans la jurisprudence dans les années 1860. Je ne donne pas la définition exacte, pas besoin. Et Desbois vous définit l'originalité comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et même dans le code de la propriété intellectuelle, on n'a pas de définition. Vous avez l'article L112-4 du code de la propriété intellectuelle qui évoque le caractère original des titres, mais c'est tout. Et encore une fois, c'est très paradoxal, mais l'originalité, c'est la notion la plus symbolique du droit d'auteur. Elle symbolise le romantisme de la vision du droit d'auteur, puisque ce critère de l'originalité traduit le lien entre le créateur et son œuvre. Et c'est un concept très identitaire du droit d'auteur, et c'est un peu grâce à ça, entre guillemets, que le droit d'auteur français s'est répandu dans le monde. Si jamais vous avez, on va développer un petit peu après là-dessus, mais si jamais l'intégralité d'une œuvre n'est pas originale, si seulement certaines parties d'une œuvre le sont, alors seules les parties originales de l'œuvre seront protégées par le droit d'auteur. Cette définition de l'originalité, c'est-à-dire empreinte de la personnalité de l'auteur, il y a eu quelques définitions qui s'en rapprochent en fait. On a beaucoup de termes différents pour définir l'originalité. On a eu l'empreinte personnelle, on a eu le reflet de la personnalité de l'auteur. Hem et en fait, toutes ces définitions-là, elles ont un point en commun, c'est qu'elles sont subjectives. Elles sont liées à l'auteur, par opposition à ce qu'on appelle la condition objective. Et en propriété industrielle, la condition objective par excellence, c'est la nouveauté. Et la nouveauté, normalement, bon, vous devez comprendre à peu près à quoi ça correspond. Ce qui est nouveau, c'est ce qui n'existait pas avant. Or, l'originalité n'a rien à voir avec la nouveauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, vous pouvez avoir 2 personnes qui peignent exactement le même panorama et les 2 œuvres seront protégeables par le droit d'auteur. Peu importe qu'il y en ait une qui soit finie avant ou pas, puisque ce qu'on va protéger, c'est l'expression de la personnalité du peintre dans son tableau. Pour autant, cette distinction, elle est un petit peu, foireuse, si je peux me permettre, parce que, bah, si vous admettez que ce que peint un peintre oui, ce que peint un peintre est original et donc que finalement c'est quelque chose d'unique, ça veut dire que si c'est unique, c'est nouveau et donc, bah, si c'est unique et enfin, si c'est nouveau et original, il y a pas vraiment d'opposition entre les 2. Du coup, partant de ce postulat que, bah, l'opposition originalité-nouveauté fonctionne pas tellement, Pierre Gauthier, il est parti sur la banalité. Globalement, alors l'exemple qui est donné est un peu compliqué à comprendre, mais
Dans ces explications, il vous donne l'exemple d'un catalogue présentant des objets ménagers et il vous dit: «Si jamais les objets dans le catalogue, ils sont triés par, ordre alphabétique, ça, c'est complètement banal ou par ordre de prix, ça, c'est pareil, c'est complètement banal et du coup, ça rentre pas dans le champ de la protection». Mais à l'inverse, si jamais, par exemple, les produits, ils sont présentés en fonction de, l'âge des consommateurs visés ou en fonction, je sais pas moi, du, est-ce que j'ai un exemple, à la con à donner? En fonction de la couleur, de l'objet aussi. Ça, ce serait plus original et par conséquent, ce serait susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Bref, je vous ai donné 2 éléments distincts qui permettent de faire une opposition avec le critère de l'originalité et pourtant, normalement, dans votre tête, vous êtes là en mode: «Je bite que dalle». C'est normal. En droit d'auteur, tous les gens sont d'accord pour dire qu'on ne sait pas trop en quoi consiste finalement l'originalité. Et c'est toujours normal, puisque l'originalité, c'est ce qu'on appelle une notion cadre. Et une notion cadre, c'est quoi? C'est une notion englobante, applicable à une série indéfinie de cas. Je suis en train de vous lire complètement une définition. C'est une notion englobante, applicable à une série indéfinie de cas, et dont l'application, en raison de son indétermination intentionnelle, et dont l'application, en raison de son indétermination intentionnelle, passe nécessairement par l'appréciation du juge. Passe nécessairement par l'appréciation du juge qui l'actualise. Est-ce que vous voulez que je répète encore une fois? Une notion cadre, c'est une notion englobante applicable à une série indéfinie de cas et dont l'application, en raison de son indétermination intentionnelle, passe nécessairement par l'appréciation du juge qui l'actualise. En gros, une notion cadre, c'est une notion qui est volontairement floue pour s'appliquer à un maximum de cas différents possibles, et le flou se dissipe grâce à l'intervention du juge, enfin «se dissipe» entre guillemets, mais c'est grâce à l'intervention du juge qu'on va comprendre à quoi correspond la notion. Et ce flou, c'est ce qui permet l'évolutivité de la notion. Et résumé de façon assez générale, l'originalité, en fait, ce sont les choix libres et créatifs de l'auteur. C'est la fantaisie d'un auteur. Et si je pouvais me permettre de donner un exemple encore plus parlant à mon sens, c'est de dire que une œuvre de l'esprit, c'est un Horcrux, pour citer Harry Potter. En gros, une œuvre de l'esprit, ça se fait dans l'effort et la souffrance. L'auteur, il laisse une partie de lui-même dans l'œuvre, et le contact de cette œuvre par un tiers devrait amener le tiers à ressentir quelque chose. Alors, je vous laisse le temps de digérer l'information, mais en gros, ça démontre bien que le droit d'auteur, c'est la récompense d'un sacrifice personnel, puisque l'auteur laisse une part de sa personnalité dans l'œuvre qu'il crée. Et c'est ça, l'originalité. En tout cas, c'est comme ça que moi je la comprends. Et c'est comme ça que moi je la définis. Sauf que, maintenant que vous avez compris ce qu'était l'originalité, eh ben, je vais vous expliquer malheureusement pourquoi cette notion est en pleine crise et pourquoi c'est beaucoup plus compliqué maintenant de définir l'originalité. Parce que à l'époque, on va dire au moment de la création, du droit d'auteur en 1791-1793 et jusqu'à la loi de l'indifférence, qui pose l'indifférence du mérite et de la destination, on a une logique de c'est les beaux-arts. Donc forcément, quand vous avez une sculpture, quand vous avez un ouvrage type, Victor Hugo, quand vous avez une composition type, Chopin et cetera, vous sentez la personnalité de l'auteur. Vous sentez quand vous écoutez, ch parce que je vous cite Chopin parce que c'est ça date, mais il y a plein de trucs, même maintenant ça marche quand, vous écoutez, je sais pas moi, quand vous écoutez du voilà, meilleur exemple, quand vous écoutez du Jul, vous savez que c'est du Jul. Au bout de 3 notes, vous savez que c'est lui. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au bout de 3 notes, on sait que c'est lui. Et il y a plein d'auteurs comme ça, de créateurs, où on reconnaît la patte, la personnalité du créateur derrière la création. Sauf que, avec le principe d'indifférence du mérite et de la destination, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous donnais l'exemple d'un pull H&M.
Mais en réalité, il y a plein d'autres objets qui sont protégés par le droit d'auteur qui ne devraient pas forcément l'être. Notamment, on a retrouvé dans la protection du droit d'auteur des paniers à salade, des boulons, bref, des trucs à la con où il n'y avait pas de personnalité exprimée. Sauf que le juge, maîtrisant pas encore complètement les concepts, a dit: «Bon, on ne regarde pas le mérite, on ne sait pas trop ce que c'est que l'originalité, du coup, on laisse passer tout». Et à partir de cette loi-là, donc, l'œuvre de l'esprit perdait un peu son côté Horcrux. La personnalité des créateurs, elle était un petit peu invisible, voire même inexistante. Et elle n'était pas spécialement recherchée par le juge. Et en augmentant le nombre d'objets protégeables par le droit d'auteur, c'est ce que je vous disais, hein, le prêt-à-porter, les boulons, les paniers à salade, les machins, les trucs comme ça, eh bien, cette multiplication des objets protégés par les droits de propriété intellectuelle conduit également à une espèce de fragilisation de la légitimité de la protection par le droit d'auteur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Et c'est très important pour le droit du numérique, cet élément-là. Il n'y a aucun problème. En gros, le problème de l'originalité, c'est ce que je vous disais, la définition est un peu floue, c'est ce qui permet l'évolutivité de la matière, ce genre de choses. Dans les éléments indifférents à la protection, je vous ai parlé de l'indifférence du mérite et de la destination. L'indifférence du mérite, c'est le juge, il n'a pas à s'ériger en critique d'art. Il n'a pas à dire ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça j'aime pas. Et il faut reconnaître que l'originalité, quand on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on a tendance à l'assimiler au mérite. Sauf que c'est pas le cas. Et au moment, en tout cas à partir de cette loi qui pose l'indifférence du mérite et de la destination, le juge, il a eu tendance à ne plus vérifier la présence du caractère original des œuvres. Et ça, c'est très problématique puisque le caractère original, c'est le caractère central de protection. Jusque-là, vous me suivez? Sauf que, si on ne vérifie pas le critère principal de protection, dans ce cas-là, on fait rentrer dans le champ de protection tout et n'importe quoi. C'est ce que je vous disais, on a protégé des bottins d'annuaires, on a protégé des annuaires, on a protégé des paniers à salade tout bêtes, on a protégé des boulons, bref, on a protégé des titres qui faisaient 2 mots. Et tous ces éléments-là, en fait, qui rentraient dans le champ de protection du droit d'auteur, ont forcément fait gonfler le champ de protection du droit d'auteur. Parce que si vous protégez des boulons, ça veut dire que vous considérez que les boulons, c'est protégeable par le droit d'auteur. Donc en plus de tout ce qui existe déjà, vous rajoutez une petite catégorie en mode: «OK, les boulons, ça passe. OK, les paniers à salade, ça passe». Sauf que si vous ne vérifiez pas l'originalité dans ces créations-là, il faut a posteriori, on va se demander: «Mais elle est où l'originalité là-dedans?» Et donc cette multiplication des objets protégés par le droit d'auteur, ça conduit forcément à la fragilisation de la légitimité du droit d'auteur en tant que droit. Parce que accorder un monopole aussi important que celui du droit d'auteur, c'est-à-dire le droit d'interdire et de contrôler toutes les reproductions et les représentations d'une œuvre, considérer qu'un panier à salade c'est une œuvre, eh bien, d'un point de vue économique, ça peut avoir des effets néfastes. D'où les gens qui voient que, un panier à salade, c'est protégé par le droit d'auteur, vont se dire: «Mais attends, en quoi ça mérite d'être protégé? En quoi cette personne-là qui a créé le premier panier à salade, hem, il va permettre à d'autres personnes, enfin, il va empêcher d'autres personnes de faire quelque chose qui y ressemble?» Vous comprenez? Et donc les gens ont eu un regard critique sur le droit d'auteur. C'est pour ça qu'on parle de fragilisation de la légitimité. Est-ce que c'est à peu près plus clair maintenant? Bon, je n'ai plus d'eau, tant pis. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous parlais tout à l'heure de la loi de 1985 qui faisait entrer le logiciel dans le droit d'auteur.
Sauf que considérer un logiciel comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ça peut paraître un petit peu compliqué. Et donc, il a fallu adapter ce critère de l'originalité pour correspondre au logiciel. Et c'est la Cour de cassation, dans un arrêt de 1986, donc dans un arrêt, je crois, du 7 mars 1986, Cour de cassation, 7 mars 1986, dans un arrêt Pachot, qui, concernant les logiciels, vous dit: «L'originalité, c'est la marque d'un apport intellectuel». Donc, arrêt Pachot, 7 mars 1986. Concernant les logiciels, l'originalité, c'est la marque d'un apport intellectuel de l'auteur. Et la marque d'un apport intellectuel de l'auteur, c'est quoi? C'est simplement le travail intellectuel, c'est la réflexion et c'est finalement très proche de la nouveauté. C'est ce qu'apporte le travail de l'auteur. Ce qui est finalement très proche, encore une fois, ce que je vous disais, de c'est nouveau. Et donc finalement, la notion d'originalité qui est censée être, assez centrale dans la protection, elle est un petit peu compliquée à définir, elle est un petit peu compliquée à comprendre et à l'heure actuelle, il y a encore pas mal de débats sur à quoi correspond réellement l'originalité. La Cour de justice de l'Union européenne l'a bien compris et du coup a essayé de redonner une définition plus concrète, plus précise de ce qu'est l'originalité. Il y a eu pas mal d'arrêts différents et on va retenir globalement en tout cas, hem, l'arrêt du 16 juillet 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne, donc 16 juillet 2009, c'est l'arrêt Infopac et on vous dit que, heu, je simplifie, hein, mais, hem, une œuvre de l'esprit, l'originalité, c'est le reflet des choix libres et créatifs de l'auteur, qui est l'élément que je vous avais déjà donné, en fait, c'est la première définition que je vous avais donnée. L'originalité, au sens du droit de l'Union européenne, c'est le reflet des choix libres et créatifs de l'auteur. Alors normalement, j'ai dû commencer à vous perdre un petit peu, heu, dans la question de l'originalité, donc on va parler d'un truc un petit peu plus simple. Concernant les conditions positives, c'est le principe de l'auteur personne physique. Et en fait, le principe de l'auteur personne physique, il se comprend très facilement une fois qu'on a vu le principe de l'originalité. Donc, on oppose généralement les personnes physiques aux personnes morales. Est-ce que ça va à peu près à tout le monde cette logique, la définition d'une personne morale, ça parle à tout le monde? La distinction personne physique, personne morale? Alors, globalement, une personne physique, c'est vous, c'est moi, c'est, les gens qui sont, qui ont un corps, qui ont des droits, qui sont nés, qui meurent, ce genre de choses. Voilà, ce sont les gens. Les personnes physiques, ce sont les gens et on oppose ça aux personnes morales qui sont les sociétés. Les sociétés type, Renault ou, les sociétés type enfin bon, les sociétés en règle générale et donc quand je vous dis que l'auteur ne peut être qu'une personne physique, ça veut dire que Renault, la société Renault ne peut pas être considérée comme l'auteur de quelque chose. Est-ce que pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est un petit peu plus clair? Non. Mais c'est bien en fait, vous réagissez vite, mais non, toujours pas. Parce que ce serait beaucoup trop simple, mais j'ai dit qu'elle ne pouvait pas être auteure. J'ai pas dit qu'elle ne pouvait pas être titulaire des droits, mais ça, c'est une distinction qu'on verra un petit peu après. Elle ne peut pas être titulaire des droits et encore une fois, au-delà des droits du droit d'auteur, il y a d'autres droits qui fonctionnent. Il y a le droit des dessins et modèles, il y a le droit des brevets, il y a, le droit des marques, ce genre de choses et on va revenir sur la question de l'auteur personne physique. En gros, ça veut dire quoi? Pourquoi l'auteur ne peut être qu'une personne physique? Tout simplement à cause de l'approche personnaliste du droit d'auteur français. C'est le critère d'originalité, en tout cas c'est une des raisons, mais ce critère d'originalité qui vous dit qu'une œuvre de l'esprit, c'est, enfin que l'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, permet de dire que, bah, une société comme Renault, elle n'a pas de personnalité. Il y a plein de gens dans cette société, chacune de ces personnes ont des personnalités distinctes, hem et les créations, même par exemple une voiture, la voiture qui a été créée chez Renault, elle est le fruit de la personnalité des créateurs qui travaillent chez Renault, mais pas de la société Renault. Et donc, le droit français, en termes de droit d'auteur, il a un triptyque qui est assez simple, qui est l'auteur,
c'est le créateur de quelque chose, c'est forcément une personne physique et c'est le premier titulaire des droits d'auteur. En France, on a ce qu'on appelle, une approche in favorem auctoris. Je suis désolé, je ne parle pas spécialement latin, mais c'est l'expression, consacrée. Voilà. Et donc l'auteur, c'est le créateur. Le créateur, ça ne peut être qu'une personne physique et c'est nécessairement le premier titulaire des droits d'auteur. Mais il peut céder ses droits et il peut céder ses droits à une société. Et donc le créateur de chez Renault, les mecs de chez Renault qui dessinent un truc, qui font le modèle, d'une voiture, généralement ce qu'il se passe, pardon, c'est qu'il y a un mécanisme de cession de droits, que ce soit légal ou contractuel, donc soit imposé par la loi, soit, négocié par la voie du contrat, qui permet à la société de récupérer les droits sur le design de la voiture. Et donc Renault est bien titulaire des droits d'auteur sur le design de ses voitures, mais ce n'est pas le premier titulaire des droits sur le design de la voiture. Comprenez la distinction entre les deux? Yes. OK, super. Alors, ça, c'est l'approche, majoritairement reconnue, retenue en France, de dire qu'une personne morale ne peut pas être auteur. C'est une vision, pardon, qui n'est pas, retenue dans le monde entier, puisque les systèmes de copyright, admettent qu'une personne morale puisse être 1 titulaire des droits de propriété intellectuelle et en France, on a vu quelques jurisprudences qui vous disaient: «Ben, on reconnaît bien si et là la personnalité d'une marque». Alors on a eu par exemple, Apple, on a également, de mémoire, on a eu Apple et on a eu, Louboutin, Apple, Louboutin et mince, je me souviens plus. Le dernier, ouais, oui, c'est ça, c'est Van Cleef& Arpels. Ça m'étonne que je m'en souvienne plus. Bref, on a certaines sociétés qui effectivement ont une personnalité qui se reconnaît. Quand vous regardez un Disney, vous savez que c'est un Disney. Quand vous regardez un Pixar, vous savez que c'est un Pixar. Et ça, ce sont tant d'éléments qui permettent de dire que finalement, certaines personnes morales sont aussi susceptibles d'avoir une personnalité, une empreinte qui est reconnaissable. Pour autant, ça ne suffit pas à dire qu'en France, on protège, on considère qu'une personne morale puisse être auteur. Malgré l'existence, qu'on verra un peu plus tard dans le cours, de certains mécanismes de cession de droits légaux, donc imposés par la loi, qui vont faire qu'une personne morale va être, titulaire quasi instantanément, au moment de la création, des droits d'auteur. Mais elle sera premier titulaire, mais pas auteur. Est-ce que c'est à peu près clair? Parce que là, je reconnais que c'est peut-être un tout petit peu, complexe. Yes. Yes, je vois plein de pouces en l'air, c'est super, je suis très content. Bon, on a vu, normalement, là, si je dis pas de bêtises, on a fait le tour des conditions d'accès à la protection par le droit d'auteur. Attendez, faut que je vérifie un truc. Oui, non, c'est bon. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les conditions d'accès à la protection, bah, on va s'intéresser à c'est quoi les prérogatives accordées à l'auteur. Et globalement, en droit français, on va retenir 2 lots de prérogatives. D'un côté, les prérogatives patrimoniales, le droit patrimonial, et d'un autre côté, le droit moral. Donc là, on va avoir à peine le temps, je pense, de commencer à parler du droit patrimonial. Hem, mais pour revenir un petit peu sur le contexte, les droits de propriété intellectuelle, dans le terme droit de propriété intellectuelle, il y a propriété. Le droit d'auteur, c'est une forme de droit de propriété. Sauf que la propriété, elle ne s'exerce pas sur un support, mais sur un bien immatériel. Est-ce que vous voyez la distinction entre les deux? Ce qui est peut-être une gymnastique intellectuelle un peu complexe. Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ce non?
Heu, je peut-être que faut me le dire, hein, si je me tiens, par exemple trop loin du micro ou je sais pas quoi. La question est: quelle est la différence entre la propriété enfin la différence entre un support et un bien immatériel? Justement, c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous avez un exemple à peu près, un truc, qui vous viendrait en tête? Alors, c'est pas mal. Alors dans l'idée du truc immatériel, une chanson, c'est bien. C'est un bon exemple. Est-ce que j'ai un truc à vous montrer qui pourrait servir d'exemple, ta ta ta? Non, je crois bon si, on va prendre, hop là, on va prendre ça. Ça fera parfaitement l'affaire. Voilà, ah, j'ai un livre, d'accord? Le livre, là, les pages, tout ça, c'est un support. Le livre, c'est un support. Moi, je suis propriétaire du support de ça. Donc la grammaire de la réalité virtuelle, voilà, mon sujet de thèse, hem globalement, moi, je suis propriétaire du livre, mais je ne suis pas propriétaire des droits d'auteur sur ce livre. J'ai acheté le livre, mais en achetant le livre, j'ai pas le droit de, recopier tout et de revendre d'autres copies de ce livre. Je ne suis propriétaire que de ce support. Je peux faire ce que je veux, mais uniquement de ce support et l'auteur de ce livre, je ne sais pas comment il s'appelle, parce qu'ils sont plusieurs en plus, je crois, mais l'auteur du livre, lui, il est propriétaire des droits d'auteur. Ça veut dire que lui, il a le droit de faire toutes les copies qu'il veut, de les vendre, de pas les vendre, de les donner à titre gratuit, ce genre de choses. Pour une chanson, c'est pareil. Pour une chanson, quand vous téléchargez une chanson, comme quand vous achetez un CD, ce qui se fait de moins en moins maintenant, on est de retour sur les vinyles, mais quand vous achetez un vinyle, vous êtes propriétaire du vinyle, mais vous ne devenez pas propriétaire de la chanson. On est bien d'accord là-dessus. Vous faites plus ou moins ce que vous voulez de votre vinyle, mais vous n'avez pas le droit, c'est pas à vous que reviennent les droits quand, la chanson, elle passe à la radio. Vous voyez à peu près la distinction entre le support et le bien immatériel? Le bien immatériel, en gros, c'est quelque chose qui est et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est immatériel, c'est une conception de l'esprit, en fait. C'est pas, vous pouvez pas le toucher, vous pouvez pas toucher la c'est pas parce que vous avez en main, par exemple, le premier support que vous avez la propriété, que vous touchez le bien immatériel. Est-ce que vous comprenez? Alors j'attends de voir s'il y a encore des noms, parce que c'est une distinction qui est fondamentale dans la logique, en fait. OK, dans la logique. Hem et elle est d'autant plus fondamentale que quand je vous parle de propriété du support, malgré le fait que vous soyez propriétaire du support, il y a de nombreux actes qui vous sont interdits. Et bon là, il nous reste une dizaine de minutes, donc on va partir un peu en dans dans des exemples, histoire d'être sûr que c'est OK. Mais globalement, quand, vous achetez votre Blu-ray d'un film, quand vous achetez le Blu-ray d'un film, vous avez le droit de le regarder tranquillement pour vous. Mais vous avez pas le droit d'aller dans un cinéma et de le diffuser à toute une salle de cinéma. Pareil pour votre CD de musique, heu et ça d'ailleurs, il y a eu pas mal de problèmes au niveau des bars, des restaurants, des salons de coiffure le propriétaire du salon de coiffure, il a acheté son petit CD, il s'est dit: «Bah cool, je vais pouvoir le faire écouter à mes clients» et il y a la SACEM qui est passée par là et qui a dit: «Mais attendez, vous avez pas les droits pour diffuser la musique. Vous avez effectivement acheté votre support, vous avez le droit de l'écouter vous, votre famille a le droit de l'écouter, mais à partir du moment où, la diffusion, elle permet notamment, un bénéfice, dans ce cas-là, vous avez pas les droits, il faut demander à la SACEM». Tout le monde voit ce que c'est la SACEM ou pas à peu près? Parce qu'on va pas mal parler de la SACEM. Alors en fait, la SACEM, c'est un organisme de gestion collective qui s'occupe, des droits d'auteur en termes de musique. En gros, la SACEM, c'est, quand, comment je peux expliquer ça de façon simple, sachant qu'on va revenir dessus après? Hem, quand les radios, diffusent de la musique, elles passent par la SACEM. Parce que vous avez désormais tellement, mais vraiment tellement de créateurs différents, que ce soit de musique, ou autre, qu'il faut ce qu'on appelle des sociétés de gestion collective. C'est-à-dire tous les auteurs qui vont autoriser une société
à passer des contrats à leur place et ensuite la société va redistribuer l'argent à tous les artistes. Et c'est comme ça que ça fonctionne, par exemple, pour la radio. La radio, elle passe des morceaux, mais elle va pas demander à chacun des musiciens: «Est-ce que j'ai le droit de passer ton morceau?» Ce qui se passe, et on le verra un petit peu plus en détail dans les semaines d'après, et c'est aussi le cas pour les web radios, ce qui se passe, c'est que la radio passe le truc, la SACEM fait: «Ah, vous avez passé telle chanson. Ting! Vous devez, tant à machin». Enfin, vous devez tant, et donc c'est la radio envoie la thune à la SACEM et la SACEM ensuite redistribue en fonction du nombre d'écoutes, en fonction de ce genre de choses. Et cette logique de, distinction entre la titularité de la propri du support et des droits de propriété intellectuelle, elle est tout aussi prégnante dans l'univers numérique puisque, quand vous avez, et c'est ce que je vous disais, quand il y a, un mec qui fait un YouTube React en mode, «Oh là là, regardez, je regarde telle émission télé, je regarde, Top Chef» ou je sais pas quoi, effectivement, peut-être qu'il a accès légalement à l'émission Top Chef, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de diffuser l'émission Top Chef. Et c'est pareil sur Twitch, les gens qui diffusent du jeu vidéo, ils n'ont pas nécessairement l'autorisation de la société titulaire des droits sur le jeu vidéo, puisque les droits sur le jeu vidéo, ce sont des droits d'auteur, et c'est pareil, on y reviendra la semaine prochaine, je pense. Ils n'ont pas nécessairement l'autorisation de la société titulaire des droits sur le jeu vidéo de diffuser. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'on se retrouve avec des strikes un peu partout, sur YouTube, sur Twitch, même sur Deezer. En ce moment, il y a beaucoup de contenus qui sont supprimés parce que les auteurs retirent leur consentement, de l'utilisation de certaines licences, ce genre de choses. Ah, alors, bon, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. J'ai pas spécialement, je pense, j'ai pas le temps de vous parler plus en détail des droits patrimoniaux, des droits moraux, ce genre de choses. Surtout vu le ouais, ouais, on va s'arrêter là. Ce que je vous propose du coup, c'est pardon. Vu qu'il reste 5 minutes, moi je vais rester là encore pendant les 5 minutes. Ceux qui veulent y aller, vous êtes libres de partir. Je vois qu'il y en a déjà qui sont partis, je peux pas leur en blâmer. Ceux qui veulent rester, qui ont des questions, voilà, je reste à votre disposition pendant encore une dizaine de minutes. Pour les autres, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Sachant que oui, je reste disponible évidemment par mail ou sur Teams ou ce que vous voulez pour les questions. J'essaye toujours de répondre le plus vite possible. Voilà, bon week-end à vous.